à l'uniformité. Alors la structure, elle est comme ceci. On a une requête qui a un ensemble de positions-valeurs pour un vecteur creux, c'est comme ça que c'est représenté. Et ici, on a nos composantes 1 à k, un vecteur de dimension k, avec à chaque fois l'identifiant du vecteur fois la valeur. Donc là, je vous ai beaucoup parlé de texte, on n'a pas du tout parlé d'image, on a parlé de rien à voir, d'aucune chose qui a quelque chose à voir avec l'école a priori. La raison, c'est parce qu'en fait, le système de Google, c'est un système qui essaie de reproduire le comportement d'un système de recherche texte appliqué à la recherche d'images. Alors, en texte, on a des mots, donc on peut faire des dictionnaires, on peut les représenter sous forme de vecteurs creux, on voyait assez bien comment utiliser un fichier inversé. En image, c'est beaucoup moins clair. Donc l'objectif qui était de Civic et Zisserman, c'est de dire on va essayer de mettre l'image en mots, des mots visuels. Donc on va représenter l'image par un ensemble de mots qui ne seront pas étiquetés au niveau sémantique, mais par contre qui permettront d'être traités comme un ensemble fini discret comme en texte, comme un dictionnaire en texte. Pour tout cela, ils utilisent un quantificateur, donc ce qu'ils appellent aussi un vocabulaire visuel ou un dictionnaire, qui est une fonction en fait de RD dans un ensemble fini, qui associe à chaque élément de RD C de X qui est un mot visuel. Donc ici j'ai représenté un quantificateur donc en deux dimensions. On définit un ensemble centroïde ici, et puis on va avoir un assignement de X à C de X sur une règle du plus proche voisin au sens euclidien. Donc tous les éléments qui sont dans cette zone-là, ils représentent le même mot. Tous les éléments ici, c'est le même mot, mais il est différent de celui-ci, etc. Donc ici, on peut définir comme cela un nombre fini de mots. Alors il y a quelque chose dont je ne vais pas parler, c'est l'IDF, qui est toujours utilisé, Inverse Document Frequency, qui permet de donner des poids un peu différents aux mots. Donc c'est une pondération qui est appliquée sur les fréquences de manière à donner plus d'importance aux mots qui sont plus rares, parce qu'ils contribuent moins parce qu'ils sont plus rares, donc on va les relever un petit peu, et inversement on va diminuer la contribution des mots les plus fréquents. Ok, donc je reviens à notre schéma de recherche d'image en complétant un petit peu. Donc on va avoir un modèle vectoriel du coup qui va être défini sur le même mode que celui qu'on avait pour les documents textuels, en utilisant à la place des mots visuels. Et le reste est exactement identique. Donc la première étape, c'est celle que j'expliquais rapidement, donc c'est extraction de régions caractéristiques, sous des points saillants, description par des descripteurs locaux d'imagettes. On a plusieurs vecteurs qui sont produits. Après, il y a l'étape de quantification qui apparaît, qui nous produit un ensemble de mots visuels, donc un nombre fini. Et à partir de celui-ci, on va calculer les fréquences de vecteurs, comme je l'avais fait en texte tout à l'heure, ce qui nous permet d'avoir un unique vecteur qui représente, partiellement en tout cas, notre ensemble de vecteurs, et qui est de dimension fixe, donc, contrairement aux ensembles de vecteurs qui sont en dimension variable en fonction du seuil du détecteur. Donc ensuite, on a juste à rechercher au sens donc par exemple de mesure cosinus, les vecteurs les plus similaires dans la base de vecteurs qui ici est instanciée par un fichier inversé. Donc, tout à l'heure j'ai dit que les vecteurs de fréquence étaient sparses. En fait, on veut vraiment qu'ils soient sparses. C'est vraiment important qu'ils soient, donc creux en français. Donc c'est vraiment important qu'ils soient creux, parce que contrairement au texte, où le dictionnaire est fixé, on n'a pas le choix du dictionnaire de français. Hein. On a les mots qui apparaissent, on les subit. Ici, on a créé le quantificateur. Donc on agit sur la taille du dictionnaire. On agit comme on veut. Donc on peut créer des vocabulaires petits, des vocabulaires gros. Ça va juste changer en fait le nombre de cellules qu'on aura choisi ici. Soit on aura des cellules toutes petites, soit on aura des cellules qui seront grosses. On agit là-dessus. On a cette liberté-là. Donc la grosse tendance qu'il y a eu donc 3 ans après, qui a vraiment réussi à montrer que du coup on pouvait utiliser ce système pour des très grosses bases d'images, ça a été de faire exploser le nombre d'éléments du dictionnaire, donc prendre des vecteurs du coup de dimension très élevée, donc typiquement 1 million. Donc c'est en particulier Nistor qui a proposé ça, puis après Philbin qui a proposé une variation. Pourquoi? Parce que la complexité, je vous rappelle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est n fois nq fois la somme des i pi carré. Bah, si ici on augmente, donc c'est i égale de 1 à la dimension du vecteur,
si on fait tendre la dimension du vecteur vers beaucoup, et ben ce terme-là va très fortement diminuer. Donc il va en fait diminuer dans une proportion de 1, si je ne me trompe pas, de 1 sur d en fait, hein, quelque chose près, à part le imbalance factor pour des lois uniformes, quoi. Donc la constante, donc là je vous rappelle c'est toujours linéaire hein, par rapport à l'image dans la base, avec une constante qui est très petite. Donc typiquement la constante, elle est inférieure à 1. On a habitué aux constantes de complexité qui sont grosses en fait. Mais ici elle est de 0,005 pour un dictionnaire de taille 1 million. C'est des petites constantes. Alors ce qui est aussi bien, c'est que l'utilisation en mémoire est assez creuse. Donc tout à l'heure je vous ai dit 1 terabyte, 1 teraoctet pour 1 million d'images. Ici, ce qu'on doit stocker, c'est pour chaque image un ensemble de positions-valeurs. Alors en fait, dans ce contexte bien particulier de la recherche d'images, de cette représentation vectorielle, on ne prend pas cette représentation-là, position-valeur, pour des vecteurs creux quelconques, parce qu'on a des valeurs entières, c'est des occurrences, donc c'est des nombres. Donc il est préférable en fait de stocker position count, voire juste position, parce qu'on a assez peu de mots qui apparaissent en fait plus d'une fois. Donc c'est plus compact de stocker uniquement les positions, et quand on voit une position, ça fait 1, quoi. Donc ça permet de stocker 1 million d'images en à peu près 8 gigaoctets. Alors le 8 gigas, il vient du fait qu'on a à peu près 2000 descripteurs par image. Chaque descripteur est quantifié sur un mot visuel. Donc ça, stocker sa position, ça prend à peu près 20 bits, donc on va dire 4 octets pour simplifier, plus 4 octets dans la structure de fichier inversé pour stocker l'identifiant de l'image. Donc ça fait 8. Moi j'ai peut-être été un peu... J'aurais dû être un peu plus radin sur mon décompte. Donc fois 1 million et fois 2000. Donc je pense que j'ai été un peu prétentieux sur le 8 gigas. Mais bon, de l'ordre 2 quoi. Alors, on est passé dans un monde discret en faisant la simplification. Le fait est qu'on peut avoir une autre interprétation des approches par mot visuel, par bag of word. De mon point de vue, de traiteur de signal à l'origine, les mots visuels sont une vue de l'esprit. Ça n'existe pas en fait. On a un espace qui est continu, il n'y a pas de raison de mettre des séparations à des endroits, il n'existe pas ces séparations-là. Les patchs dans l'espace des imagettes, des descripteurs, tout est plus ou moins connecté, c'est juste qu'on va choisir arbitrairement de couper à certains endroits. Et d'ailleurs, quand on prend deux dictionnaires définis complètement indépendamment, ils ne donnent pas tous les mêmes frontières et pourtant ils vont avoir en pratique toujours la même performance à quelque chose près, alors que les surfaces de séparation sont très différentes. Donc, tout ça pour dire que, de mon point de vue, l'interprétation que je vais vous donner après est plus pertinente dans le contexte matching. Par opposition à classification, quand on n'a pas de supervision en clair. Donc pour moi, c'est une technique de recherche approximative de plus proche voisin, suivie d'un algorithme de vote. On peut l'interpréter comme ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on a des vecteurs en rouge qui sont les vecteurs de la base, que j'ai représenté ici. On va avoir un quantificateur qui sépare l'espace en cellules. Quand on a un vecteur requête, Q ici, donc on l'a mis dans cette cellule-là parce que son plus proche voisin c'était le centroïde ici en bleu. Le quantificateur est défini par des centroïdes. C'est pas forcément le cas, mais ici c'est le cas. Donc ce point-là aussi est dans la même cellule. Donc ici on a deux points dans la même cellule. Bon, bah, on peut dire que ce descripteur-là il va voter pour l'image qui avait ce descripteur-là. Enfin plus 1. C'est un vote. Ok, donc ça fait. Si on imagine qu'il n'y a qu'un descripteur dans l'image requête, il y aura juste cette image-là qui aura un score de 1 fois une constante de normalisation liée au fait que YI, c'est pas toute l'énergie du vecteur associée à cette image qui avait YI. Bon. Alors maintenant, si on prend une autre cellule, on suppose qu'on a deux descripteurs requête et trois vecteurs qui appartiennent à la même image. Donc, si on calcule le produit scalaire au sens si on calcule le produit scalaire entre les deux vecteurs, sur cette composante-là, qui est associée à cette dimension-là, on va avoir 2 fois 3. Donc le produit scalaire, la contribution au produit scalaire va être de 6 à une constante de normalisation près. Maintenant, si on décompte les votes, on dit que ce descripteur-là, il vote avec celui-là, il vote avec celui-là et il vote avec celui-là. Il vote avec ses voisins, défini pour un voisinage qui est « je suis dans la même cellule ». Donc la colocalisation ici définit le voisinage, ça me fait 3 votes. Je refais pareil, plus 3 votes, j'obtiens 6. Donc le nombre de votes est cohérent en fait avec la contribution au produit scalaire dans cette cellule-là. En d'autres termes, on peut voir l'algorithme comme un algorithme de vote plutôt que le voir comme un algorithme de produit scalaire.
Vous dites, ça sert à quoi d'avoir cette interprétation-là? En fait, ça sert à quelque chose quand même, parce que la définition du voisinage d'un voisin au sens de cet algorithme de vote-là, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. C'est-à-dire que c'est pas une bonne colocalisation, c'est pas un bon voisinage que de dire je suis voisin si je suis dans la même cellule, surtout en grande dimension. Donc on peut faire beaucoup mieux que ça. Donc il y a un problème que je n'ai pas complètement évoqué ici, c'est que vous voyez en plus qu'on avait 2 descripteurs côté requête et puis 3 descripteurs côté base pour cette image-là. On a compté 6 votes. Alors c'est clair que 2 descripteurs, a priori, ils n'ont que 2 correspondants au niveau visuel dans la base. Maximum, on devrait voter à 2. On va quand même voter à 6. Donc il y a un effet d'amplification, qu'on a beaucoup de descripteurs qui sont dans la même cellule. Le produit scalaire, en fait, il va amplifier ces composantes-là. Et donc ça, on n'a pas de désambiguisation, en d'autres termes. Et ça se voit clairement sur ces images-là. Donc ici, on a pris un cas pathologique. On a une image requête, et il se trouve que quand on observe les résultats d'un système, on va avoir ce type d'image qui va ressortir. Alors, il y a de la mer, hein, je vous l'accorde. Okay, ici aussi il y a de la mer, bon très bien. Mais néanmoins, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même lieu. Alors il y a un peu de texture qui ressemble, il y a des choses qui ressemblent qui font penser qu'effectivement, c'est pas étonnant cette image-là soit retournée. Mais du point de vue de l'application dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est incorrecte cette image-là. Je ne veux pas récupérer des scènes de villes au bord de la mer. Non, c'est pas ça mon application. Je veux récupérer le même endroit. Donc l'image est fausse, du point de vue de la vérité de terrain. Et pourquoi elle a été récupérée? Parce qu'en fait, vous avez plein de petites fenêtres qui ont voté plusieurs fois pour ces fenêtres-là. Comme il n'y a pas de désambiguisation, en fait, on va avoir un nombre de votes multiples qui va apparaître. Donc ça, c'est une délimitation du modèle Bagofford classique, je dirais, par rapport aux approches plus historiques de matching pur. Alors sachant quand même que matching pur n'était pas capable de traiter des échelles comme le Bagofford en 2003 parce qu'on ne sait pas bien le paramétrer, je dirais. Ok, donc ici je vous donne une illustration aussi de l'impact de la taille du vocabulaire. Et c'est un des autres intérêts de l'approche de l'interprétation au sens matching du Bagofford, c'est que du coup on peut voir les matchs élémentaires entre les 2 images. Donc on a 2 images qui sont assez proches quand même. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des éléments qui vont voter ensemble sur un critère de localité au sens de la colocalisation pour le quantificateur. Donc en clair, le mot visuel ici est identique au mot visuel ici. Donc là, j'ai présenté une sous-partie des matchs. Donc il y en a plein, et puis il y en a aussi des faux. Pour une raison obscure, le canon, là, il va matcher avec un morceau de vide ici. Donc il y a des erreurs, et parce que k égale 20 000, c'est pas beaucoup de mots visuels. Il y a beaucoup de patchs qui se ressemblent, pas tant que ça, qui sont quand même assignés au même mot visuel quand on prend k égale 20 000. On peut augmenter. On passe à 200 000. Alors là, on a beaucoup moins de matchs qui sont faux. Il a quand même été plus capable de... Donc nous, humains, on voit grâce à la géométrie, en fait, on voit que c'est cohérent d'un point de vue géométrique, donc du coup, on n'a pas vérifié individuellement que c'est correct. Mais l'algorithme, lui, n'a pas utilisé la géométrie. C'est pour ça qu'ici, il y a ces votes qui sont incorrects. Ils auraient pu être filtrés par la géométrie. Je voulais juste illustrer en fait, le fait qu'il y avait des limitations à prendre des vocabulaires trop petits. Donc si on prend trop gros, on dit c'est mieux. Oui, c'est mieux, mais... parce qu'il y a moins de matchs faux, mais d'un côté, il y a aussi beaucoup moins de matchs corrects. Vous voyez, on a supprimé un paquet de matchs qui étaient corrects. Et donc ça, c'est aussi un problème en fait. Donc c'est toujours le compromis entre je vais récupérer des faux positifs ou je vais filtrer des vrais positifs. Alors pour Bagofford, de mon point de vue, il n'y a pas dans un contexte matching, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de bon compromis sur K à effectuer. C'est juste pas possible. Parce que la définition du voisinage au sens du quantificateur n'est pas bonne. Donc là c'est juste pour vous montrer ce que permet de faire une approche une extension qui raffine la notion de voisinage par rapport à une approche Bagofford. Donc ici un gros vocabulaire, un petit vocabulaire, un gros vocabulaire, donc c'est le plus fine, moins de matchs, et ici une approche basée matching qui est capable de filtrer à la fois les mauvais matchs, mais en plus qui garde les bons. Donc c'est typiquement ce qu'on peut faire quand on part de l'interprétation donc vote de bag of features et qu'on va raffiner. Donc le Bagofford, il y a eu plein d'extensions. Alors là j'en liste 7, on pourra en lister beaucoup plus. Donc je cite les miennes évidemment, parce que je vais représenter rapidement, et puis je vais parler rapidement de celles que je pense intéressantes, au moins à l'oral. Donc la première... Excusez.
Donc, le premier point qui était vraiment important, c'était d'utiliser la même méthode et juste de tourner le bouton du paramètre nombre de composants. Alors ça peut paraître faible, on va dire, mais c'était vraiment important pour se rendre compte que ce type de technique permet de traiter des bases de 1 million. Et ça, c'est vraiment Nister et Stefanus qui ont popularisé cette idée qu'on pouvait aller vers des vocabulaires de taille 1 million, en ayant des approches très efficaces. Dans le papier original de Civic et Zisserman, ça paraissait pas en fait, c'est pas très clair quelle était la complexité de l'algorithme. Donc là, on s'est vraiment rendu compte, et du coup, il y a beaucoup d'articles qui sont arrivés derrière, qui ont essayé d'améliorer cette technique-là. Donc on peut parler de quantification souple. Alors je cite un article de 2008, mais la quantification souple, ça existe depuis un paquet de temps quand même. Donc bon, ça a été utilisé dans le contexte large scale, donc recherche d'images à grande échelle, vraiment premier dans Fibin, 2008. Alors, bag of words, il n'y a pas de géométrie du tout, on est bien d'accord, hein. On n'a pas du tout utilisé la géométrie. Donc le souci qu'on a, c'est qu'on se rend compte que quand on se compare hein, par rapport à une technique de vérification de géométrie bipolaire, donc quelque chose qui est coûteux, ben on est moins bon forcément. Parce que les techniques qui estiment vraiment la géométrie, elles sont capables de filtrer sur la base de position des points d'intérêt, tous ces points-là qui sont incorrects, ils vont être filtrés en fait par la géométrie. Donc ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est de faire la géométrie en même temps et passer en même temps à l'échelle. Le problème, c'est que vérifier géométriquement deux images, ça prend au moins, et encore là je suis prétentieux en disant ça, 10 millisecondes pour une paire d'images. Donc pour une image à 1 million, c'est juste impossible. Donc il y avait un gros challenge posé comme ça. Donc en pratique, comment les gens ils ont fait? Eh bien, ils disent on utilise notre système qui n'utilise pas du tout la géométrie. Lui, il va nous donner 100 images et on espère que les bonnes images, si elles ne sont pas classées en premier, elles sont au moins classées dans les 100 000 premières, et celles-ci, on va les post-vérifier géométriquement. Donc on espère que notre système qui n'a pas utilisé la géométrie, il est quand même suffisamment bon pour remonter suffisamment les images pour qu'on puisse les post-traiter. Alors le Graal, ce serait l'intégration pleine de la géométrie bipolaire dans l'algorithme d'indexation. On n'y est pas encore. Donc je vais en parler un petit peu après, mais on n'y est pas encore. On tend à, mais on est encore loin d'avoir les mêmes performances. Donc là j'ai parlé de l'interprétation de vote, donc je parlerai peut-être dans la seconde partie, si j'ai le temps, de comment on peut raffiner cette technique cette définition du voisinage au sens du bag of words. Il y a un travail qui est très intéressant, qui a été proposé par Chum en 2007, qui est l'expansion de requête. Alors l'idée, en fait, donc je ne vais pas le présenter en détail, mais je vous dis en deux mots, l'idée, c'est de dire, on a une requête qui est soumise au système, on va récupérer des images. Il y en a qui sont correctes, il y en a qui sont incorrectes. À partir des images qu'on a récupérées, on va essayer de construire un modèle géométrique, enrichir l'image requête elle-même. C'est qu'il y a des points qui sont présents dans les images qui ont été retournées, qui sont bons pour enrichir l'image. Alors on ne va pas prendre toutes les images qui ont été retournées par le système à grande échelle, on va juste prendre celles qui ont été vérifiées géométriquement et dont on est vraiment sûr, des images qui sont très proches. Du coup on va enrichir à la volée la description de l'image requête, qu'on va resoumettre au système. Et donc ça améliore beaucoup les résultats. Et juste pour dire que c'est une technique qui, là encore, est inspirée du text retrieval, donc tout ce qui se faisait en recherche de documents textuels. Ils utilisent aussi ces extensions de requêtes. Et pour continuer sur les trucs, les méthodologies qu'on a été piquées dans le texte, il y a aussi la gestion des bursts, qui est, dont je parlerai plus tard plus en détail. Donc ce qui est en gras, c'est ce que je vais évoquer rapidement maintenant. Alors je parlais de quantification hiérarchique, pourquoi? Parce que je vous ai dit, ouais c'est super, avec un fichier inversé, qu'on a un très gros vecteur, 1 million de composants, ça va très vite parce qu'on a gagné sur la constante. Plus la constante plus la dimension du vecteur est grande, donc plus les vecteurs sont creux, et plus on va avoir une comparaison efficace. Oui, mais le problème c'est que avant de pouvoir faire la comparaison de notre vecteur à l'ensemble des vecteurs de la base, il faut quand même le calculer le vecteur. Or pour le calculer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quantifier le descripteur, il faut appliquer la fonction de quantification. La fonction de quantification, qu'est-ce qui est fait? Elle prend pour chaque descripteur le vecteur, donc le descripteur CIF par exemple, elle va le comparer à chacun des 1 million de vecteurs de notre dictionnaire, donc les centroïdes définis pour le K-means. Ici, si je reviens ici,
on va avoir 1 million de vecteurs comme ça, auxquels on va devoir se comparer pour un descripteur. Donc au final, la complexité du calcul, elle va être en le nombre d'éléments du dictionnaire, donc la dimension qu'on cherche à avoir pour notre descripteur Bag of Words, fois la dimension du vecteur d'origine. Donc 1 million fois 128 typiquement, 128 millions. Donc c'est beaucoup. Donc grosso modo, ce qu'on avait gagné, entre guillemets, ce qu'on pensait avoir gagné sur la partie recherche, on l'a perdu dans le coût fixe du traitement de la requête. Comment transformer un ensemble de descripteurs en un vecteur de grande dimension. Alors, ce que du coup Nister et Stevenus ont proposé, c'est de dire bah, en fait, on va prendre un quantificateur qui n'est pas un camis, on va prendre un quantificateur hiérarchique, parce que là, du coup, on a des coûts de quantification qui sont beaucoup plus faibles. Donc, plutôt qu'avoir un K, alors ici il manque un. Plutôt qu'avoir un K fois D, on va avoir un L fois K, facteur 1 sur L fois D. Il manque un D ici. Bon, sauf que les quantificateurs hiérarchiques, ça marche pas très bien, enfin ça marche moins bien que le camis d'origine, on n'est pas très content d'avoir perdu en pertinence. Alors à la place, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des techniques de quantification basées sur la recherche approximative le plus proche voisin. Donc, pour info, la recherche approximative le plus proche voisin, c'est le problème dont je vais parler plus demain en fait. Donc j'y reviendrai plus tard. Et il y a beaucoup d'intérêt, on l'utilise de manière assez intensive en fait en recherche d'images avant l'échelle. Alors, la réification géométrique, je vous ai dit que typiquement, on va avoir un système qui n'est pas assez bon parce qu'il n'intègre pas la géométrie, et on va du coup vérifier les images qui sont retournées dans une liste de taille fixe, disons 20, 100, 1000. Et cette vérification géométrique, elle est basée sur la géométrie bipolaire, elle marche très très bien, elle est capable de filtrer, de trouver un modèle. Si on ne trouve pas de modèle, c'est que les images ne sont pas en correspondance. Bon, donc c'est très inefficace, et ici ce que je vous montre en fait, c'est est-ce que ce type d'approche peut vraiment marcher ou pas à très grande échelle. Parce que les gens avaient proposé ça pour des bases, disons, de 10 000 au début, en disant, vous voyez, quand on filtre après les 50 images, ça marche bien, on n'a rien perdu par rapport à avoir effectué la vérification géométrique directement sur tout. En fait, ça ne tient pas comme argument, parce que si on regarde ici en fonction de la taille de la base d'images qu'on considère, donc jusqu'à 1 million, on regarde le nombre le taux d'images pertinentes qui sont retournées dans les 20, 100 ou 1000 premières. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, quand on considère des petites bases, très souvent, la bonne image, elle est dans les 1000 premières. Si on vérifie moins d'images 100, elle est avec 80% de chance dans les 100 premières, et puis avec 65% de chance dans les 20 premières. Très bien. Mais le problème, c'est que cette pertinence, elle va décroître en fonction de la taille de la base. Donc là, on a jusqu'à 1 million. Ce qu'on vit, c'est plutôt 1 milliard. Hein. Donc vous imaginez que ça va continuer à descendre. Et du coup, ça sortira de notre shortlist. En clair, à très grande échelle, on ne peut pas se contenter de vérifier les 100, même 1000 premières images, parce que ces courbes-là, elles descendent de manière catastrophique pour les grandes bases. Donc ici, typiquement, on a divisé par 2 en passant à 1000 images, le nombre d'images qui sont bien classées dans les 1000 premières. Donc le taux de filtrage n'est pas capable de remonter plus de la moitié des images dans le premier pour 1000. On veut être capable de filtrer de manière beaucoup plus drastique que ça. En clair, on ne pourra pas se passer d'intégrer un peu de géométrie à grande échelle. Il faut quand même que le premier système, celui qui fournissait les premières hypothèses, soit capable d'être un peu meilleur que ça. Alors, donc ce serait le Graal. Hein. Alors, je dis on y est presque, bon, c'est pas très clair. Peut-être que pas tant que ça. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été proposées là-dessus. Donc, le géométrie Colmin H, c'est une technique qui est très efficace, mais qui n'est pas aussi pertinente que le modèle Bag of Words d'origine. Il y a une technique qui est assez intéressante, qui permet de construire des groupes de descripteurs. Donc, on va encoder des groupes de descripteurs colocalisés spatialement. Donc, qui n'est pas invariante en rotation, par contre. Donc là, on perd une caractéristique intéressante des modèles. Donc, nous, on avait proposé une méthode que j'ai exposée après, en limite. Et puis, il y a des fichiers inversés spatiaux. En fait, il y en a vraiment beaucoup des techniques comme ça. Il y a beaucoup de méthodes qui s'appellent aussi Visual Sentences, Visual Phrases. Toutes les variantes sur le fait qu'on puisse avoir des phrases qui correspondent à un ordonnancement de la géométrie. Alors, premier point, quand même, c'est les représentations, ces techniques qui permettent d'intégrer la géométrie dans l'index.
et je pense que c'est valable pour toutes celles-là, c'est pas des méthodes qui produisent un modèle vectoriel. Et ça, c'est fort embêtant parce que ça veut dire que ça peut être utilisé pour la tâche que je vous ai présentée, indexation d'images, mais c'est pas utile en classification parce qu'on n'est pas capable de les fournir en entrée d'un SVM. Donc, ça limite la portée. Donc, la méthode d'utilisation de la géométrie qui permet vraiment de garder un modèle vectoriel, c'est la Spatial Pyramid Method qui va en quelque sorte spatialiser la description par lag of word de chaque image. Donc on va avoir un vecteur dimension D produit comme précédemment, hein, donc pour l'image complète. Et puis on va redéfinir 3 vecteurs pour les 3 bandes horizontales, et puis 4 vecteurs en découpant en 4. Alors là c'est bien parce qu'on a une concaténation de vecteurs, donc on reste dans un modèle vectoriel. Le problème c'est qu'on a perdu l'invariance au zoom, au crop, à la rotation, à la translation. On a perdu tous les invariants qui nous intéressent en appariement d'image au sens matching. Par contre, c'est intéressant malgré tout pour la classification. Dans tous les challenges de type Pascal, VOC, ImageNet, hein, dans tous ces challenges-là très guides, ce type de découpage est utilisé parce qu'en classification, eh ben, ça a un sens en fait pour décrire les scènes que de découper l'image en zone. En tout cas, sur les benchmarks, c'est ce qui donne le meilleur résultat. Donc les gens adoptent quand même ça. Mais nous, on ne peut juste pas l'utiliser parce que sur les bases que je vous ai proposées au début, on n'a pas les invariants qu'il faut. Ici, on a des rotations, ici, des crops très forts. Donc ces modèles-là ne marchent pas. Et les là ne sont pas utilisés du coup. Ok, alors je parle de Weak Geometry Consistency, et en fait, je pensais pas en parler autant, et puis finalement quand j'ai vu le talk ce matin qui expliquait comment les angles devaient être finalement, alors c'était quoi le terme déjà? C'était le fait que les rotations soient cohérentes en fait. Le verrouillage. Le verrouillage peut-être, voilà. C'était ça, spécialiste. Ça. Donc du coup j'en parle un peu plus. Donc j'ai rajouté ce slide là. Donc quand on extrait des descripteurs locaux, souvent on n'utilise que le descripteur. Mais si on regarde bien dans le fichier que nous a produit le logiciel de description de David Lowe ou les concurrents, il nous fournit une échelle caractéristique calculée par le maximum du Laplacien souvent, et puis aussi une orientation caractéristique calculée par l'orientation dominante du gradient localement. Voilà, ça c'est des informations qui sont données et qui sont très peu exploitées en pratique de nos systèmes. Donc ici j'ai pris 2 patchs, hein, typiquement quand on extrait de 2 images qui en l'occurrence sont appariées, on va avoir extraction d'une échelle caractéristique ici de 2, pour ici 1, et puis ici on peut avoir une rotation. Donc si on compare directement les échelles, ici on a un divisé 2, donc j'ai marqué x2, et on a une rotation de 20 degrés. Bon. Alors on va essayer d'exploiter ces informations-là de manière peu coûteuse, c'est-à-dire à grande échelle, sans faire de géométrie bipolaire, parce que ça on ne peut pas se le permettre. Donc on sait que quand on a ce type d'information, on a delta, donc un changement d'échelle, on préfère d'ailleurs le log, à travers en log scale, et on va avoir une rotation delta 1. Et l'hypothèse qu'on fait, donc ce qui est évidemment fausse hein, pour des modèles géométriques plus sophistiqués, c'est que le changement d'échelle et d'orientation de tous les descripteurs locaux est globalement cohérent à une grosse tolérance près. Donc c'est l'hypothèse qu'on fait. Donc on sait que c'est faux, mais on sait que c'est un peu vérifié comme en pratique, donc si on a un peu de tolérance, ça devrait être pas trop mal. Alors ici j'ai pris 2 images, j'ai extrait des points d'intérêt, donc pareil pour cette image-là, les points d'intérêt on les voit ici, les petites croix en jaune, et puis j'ai tracé des petits camemberts là, qui correspondent à l'orientation dominante du gradient dans l'image d'origine, ici pardon, et dans l'image d'arrivée. Et donc ce qu'on voit en fait, c'est comment ces mesures qui ne sont pas très précises en fait, hein, d'orientation dominante locale, comment elles se traduisent quand on prend 2 images. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir ici un patch pour lequel clairement on n'est pas d'accord avec les autres patchs. Donc pour une hypothèse de rotation globale, celui-ci n'est pas d'accord avec cela, mais c'est normal, parce que cette zone-là là, n'était pas présente dans l'image d'origine. Donc c'est assez logique qu'on ne la voit pas apparaître. Par contre, toutes les autres sont d'accord. Donc, si on se rappelle de l'interprétation
donc, au niveau des votes du modèle bag-of-word, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des plus 1 dès qu'on a des descripteurs qui sont quantifiés de la même manière. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un plus 1, mais sous hypothèse de rotation. Alors, bien sûr, on ne peut pas maintenir un nombre d'hypothèses infinies de rotation pour l'ensemble des 1 million d'images. Donc on va en retenir un nombre fini. Donc typiquement, on va en retenir 16 pour toutes les images qui ont eu au moins un vote. Donc on va diluer les votes via un histogramme. Donc pour les images qui ont vraiment une hypothèse de rotation qui est vérifiée, tous les votes vont s'accumuler à un unique endroit, et donc le score est inchangé. Par contre, pour toutes les images qui n'ont pas de cohérence géométrique au niveau des appareillements des imagettes individuelles, donc des patchs individuels, on va avoir une répartition beaucoup plus uniforme des votes, et donc par un effet de dilution, on va diminuer la quantité de votes pour cette image-là. Alors du coup, le nombre de votes n'est plus cohérent avec la notion de produit scalaire. On perd l'interprétation vectorielle de bag-of-word. Mais dans ce contexte-là, c'est pas grave, parce que finalement, ce qu'on veut, c'est être capable de trier les votes. On n'a pas à les entrer dans SVM. Voilà, donc là c'est un autre exemple pour une autre image qui a été appareillée pareil avec ceci. On a beaucoup plus faible rotation. Là, pareil, on a des votes qui sont incorrects et qui vont être filtrés parce qu'ils ne sont pas proches du max. Donc ici, on va garder que les votes qui sont proches du max à une tolérance près. Donc c'est ici qu'intervient la tolérance. On voit qu'on n'est pas très précis quand on découpe entre moins pi et pi. On n'est pas très précis, mais si on donne une tolérance suffisante, on est capable de filtrer un certain nombre de votes tout en gardant les corrects. Alors plus il y a d'effets de perspective, moins ça marche. Ça. Bon, on va faire pareil en échelle. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail. On peut voter pareil sur les hypothèses de changement d'échelle, en log pour le coup. Il me reste combien de temps là? C'est juste pour savoir. Il reste 20 minutes. Ok. C'est la première. J'accélère un peu. Alors maintenant, je vais vous parler de la burstiness. Alors là, si vous avez des gens de perception, des remarques à faire, elles sont vraiment bienvenues, parce que ce phénomène-là, on l'a plus récupéré, disons, parce qu'on regarde beaucoup la littérature texte, mais par contre, on regarde beaucoup moins la littérature perception. Donc s'il y a des choses qui ont été faites là-dessus, également au niveau de la perception, et je ne doute pas que ça a été traité, je suis preneur, parce que je pense que les modèles qu'on a ne sont pas encore très bons. Bon, c'est quoi la burstiness? Alors en français, je ne sais pas comment traduire ça, mais... La suractivité. Ouais, bon, on va dire... Bon, je vais rester sur un mode franglais alors. Donc c'est le fait qu'on va avoir beaucoup d'éléments qui vont arriver d'un seul coup. Donc typiquement, si on prend un disque dur, du temps le disque dur il fonctionne bien, il n'y a pas d'erreur. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, ça m'est souvent arrivé, à partir du moment où vous avez quelques erreurs, et ben, quel que soit le fichier que vous allez lire, vous allez toujours avoir plein d'erreurs. Donc ça, c'est en communication, c'est traité par des canaux de Gilbert et Elliott, où on a des canaux avec des taux d'erreur, donc 10, moins 15. Et puis d'un seul coup, notre canal, parce qu'il y a une perturbation sur le canal, donc typiquement en téléphonie mobile, parce qu'on est dans le train, etc., il va être temporellement dans le temps, il va être très bruité, ce qui fait qu'on va se retrouver dans un état qui est un bad state, dans lequel on va rester avec une certaine probabilité pendant un certain temps, avant de pouvoir retenir dans l'état qui est bon, et ici, on a un fort taux d'erreur. Donc ça, c'est les modèles de burst pour les canaux, qui sont typiquement utilisés. Et en texte, ils sont intéressés aussi au problème. Alors là, la burstiness, ça apparaît sous la forme que si on a un mot dans un document, même un mot rare, il va apparaître avec une probabilité, enfin pour les mots suivants, si on lit séquentiellement le document, il va apparaître très souvent, beaucoup plus souvent que ce que prédirait un modèle statistique indépendant. Donc par exemple, j'ai pris un mot, alors ça c'est parce qu'à Oxford, ces slides ils viennent d'une présentation qui a été faite à Oxford. Oxford, c'est le mot qui, selon le projet Gutenberg, c'est un mot qui liste beaucoup de choses par rapport à la langue anglaise, et en particulier les statistiques de mots. Et bien c'est le mot, en termes de fréquence, c'est le 2772e plus fréquent, et sa probabilité marginale est de 2,8 10-5. Très bien. Bon, et ben moi j'ai tapé Oxford hôtel, et puis je suis tombé sur cette page-là. Alors si on regarde, si on calcule la probabilité
d'observer ça, sachant la propriété marginale, en supposant un modèle d'indépendance pour chacun des mots, sachant qu'il y a 224 mots, la probabilité que Oxford apparaisse plus que 8 fois, c'est 5.2, 10-23. Ça n'arrive jamais, quoi. Et pourtant, on l'a quand même observé en tapant juste Oxford Hotel en tombant par hasard dessus. Alors il y a un biais quand même, parce que je suis quand même passé par un moteur de recherche qui du coup référençait des documents qui contenaient Oxford. Il y a ce biais-là. Mais néanmoins, c'est pas un hasard. C'est juste parce que si jamais on a des mots, ils vont apparaître beaucoup plus souvent, en particulier pour les entités nommées. Si vous prenez les documents, des articles de journaux par exemple, le phénomène est très, très présent. Donc c'est ça les bursts. C'est si on prend un modèle d'indépendance, au sens du langage, il va pas être bon pour prédire les mots suivants. C'est une décharge. Une décharge? Ouais, l'effet décharge. Ah, c'est l'effet décharge pour... d'accord. Ouais. Pour la rotation. C'est ça? Ah non, pour le burst. Ah non, ok, je pensais qu'on revenait au point d'heure. Non, non, non. C'était bien le... C'est une décharge. D'accord. Décharge, bon. Ouais. Donc, sur les mots qui sont en fait, on va dire, très peu fréquents a priori, oui, mais qu'on va retrouver extrêmement nombreux dans un texte, il y a des travaux qui sont faits en génomique là-dessus. En génomique aussi? Ah, énormément, énormément. Parce qu'effectivement, il y a des mots qui sont absolument pas probables et qu'on va retrouver de nombreuses fois. Donc un calcul statistique hors corrélation veut dire qu'on ne peut même pas en trouver deux dans un texte, c'est-à-dire un texte ADN. Ouais. On va trouver éventuellement des chiffres. Donc il y a tout un tas de statistiques qui ont été développées pour ça. D'accord. Et je sais aussi que pour les réseaux, les modélisations de réseaux, les charges des serveurs, ils utilisent des modèles de burst pour pouvoir prédire plus proprement la charge d'un serveur, parce qu'il va avoir des moments où le serveur va subir beaucoup plus de connexions d'un seul coup, alors que pourtant les utilisateurs sont indépendants, mais pour des raisons plus ou moins expliquées, en fait, il y a plus de charge pour le serveur web à certains moments. Donc, du coup, il faut être capable de traiter ces bursts-là sans faire planter le serveur. Est-ce que ça serait modélisable par une loi de Poisson Alors en texte, ils ont fait plein de choses en burst, on allait voir, donc ils ont des lois hypergéométriques, il y a Eric Gossier, je crois, qui travaille là-dessus, en texte. Ils ont des super modèles. Alors là, ils sont très très bien. Donc nous, on n'est pas allé aussi loin que dans ces modèles-là, et pour une raison que je vais expliquer après, c'est que les bursts, c'est très bien défini en texte, en génomique certainement aussi, c'est un espace discret. Un burst dans un espace continu, c'est beaucoup moins bien défini. C'est quoi un burst? Deux vecteurs sont jamais parfaitement identiques. Donc du coup, la notion de burstiness, elle fait forcément intervenir une notion de similarité, et ça c'est compliqué. Donc on a proposé des espèces d'heuristiques que je ne vais pas présenter parce qu'elles ne sont pas très propres, elles sont un peu dérivées du texte en fait. Ce qu'on a fait, c'était d'abord une approche basée de texte, donc l'approche d'origine pour le burst, le truc donc, du 95 là, avec des pondérations sur le nombre de mots. Et puis après, on a essayé quand même de prendre en compte un peu l'aspect continu. Et donc là, on n'a pas de modèle génératif des descripteurs, donc on n'est pas capable de traiter complètement correctement. Donc bon, on l'a fait avec les mains, voire avec les pieds. Mais ça apporte quand même, je vais vous montrer. Donc est-ce que les images contiennent des bursts? Bah oui, j'ai un peu anticipé. Oui, si vous prenez des images comme ça, vous allez avoir plein de bursts parce que les briques se répètent. Donc ici j'ai pris le mot visuel qui apparaît le plus souvent. Et si on regarde le deuxième qui apparaît le plus souvent, il y en a un paquet. Si on apparaît le troisième qui apparaît le plus souvent, il y en a encore un paquet. Et là, ce qu'on se rend peut-être pas bien compte, c'est que on n'a que 2000 descripteurs dans l'image. Donc la probabilité d'avoir un mot particulier, enfin l'espérance d'un mot sur les probabilités marginales, elle est de moins que 1. Donc c'est très improbable d'observer, en supposant l'indépendance, d'observer autant de descripteurs qui correspondent au même mot. Mais le truc, c'est que c'est pas du tout indépendant parce que dans les images qu'on a, on a plein de textures, on a énormément d'éléments répétitifs. Alors là, j'ai pris une image donc, construite par l'homme. Donc évidemment, tout ce qui est construit par l'homme, il y a beaucoup de bursts. Alors là, je reviens au cas des buildings. Donc non seulement il y a des bursts, mais en plus, on les compte donc, plusieurs fois de manière croisée parce qu'il n'y a pas de désambiguisation, ce que j'avais dit tout à l'heure, dans le modèle Bag-of-Word. Alors c'est le premier problème auquel s'ajoute le phénomène lui-même. Même si on avait une désambiguisation, eh ben, on aurait quand même, si on avait deux photos avec plein de petites fenêtres, beaucoup de votes croisés et pas justifiés par le fait que les images sont identiques. Donc ça apparaît aussi beaucoup, bon, je dis là c'est des images un peu prises pour que ce soit joli, mais le cas qui arrive le plus souvent en fait, c'est ça, c'est le texte. Parce que le texte, c'est des éléments qui sont très caractéristiques, qui sont très bien définis, qui font répondre, qui donnent des descripteurs très proches,
Et ça va donner beaucoup de bursts et ça pénalise beaucoup les systèmes de recherche donc de vidéos, d'images. Ça paraît très clairement. Donc il y a des groupes même qui ont des détecteurs de texte qui vont filtrer le texte pour pouvoir comparer uniquement sur l'image, tellement ça perturbe les fonctions de comparaison, les métriques de comparaison de l'ensemble des descripteurs. Non, on se demandait, l'IDF ne filtre pas ça? Non, l'IDF ça s'applique, donc c'est une pondération qui est appliquée, mais il faut la fréquence. Ouais, donc, mais tu peux pas, en prenant les documents qui seraient incluants de ces bursts, appliquer l'IDF sur cette classe de documents. Si tu prends un document... Bah, si tu as par exemple des images de texte, ouais. Tu restreins ton calcul d'IDF que sur cette collection d'images de texte. Chaque catégorie, tu peux le faire ça. Peut-être, ouais. Enfin, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les méthodes de pondération classiques proposées en texte, parce que dans le cas du modèle texte, et c'est là qu'on s'est rendu compte que, ben oui, mais le texte, c'est pas l'image, et du coup, on avait des pondérations qui prenaient en compte les distances, qui évidemment étaient du coup bidouillées, parce qu'on n'a pas de modèle génératif, mais qui permettaient d'apporter un peu plus que la pure méthode inspirée du texte, qui, elle, a déjà subi l'opération de quantification. Le problème c'est ça en fait, c'est que dans le modèle Bag-of-Word, la quantification se fait vraiment par beaucoup. Donc si on essaie d'aller un peu au-delà de la quantification, donc d'avoir une définition du voisinage qui est un peu plus précise, on perd le modèle vectoriel et puis on perd aussi un certain outil qui existe en texte. Bon, là c'est juste pour quantifier, pour vous montrer l'écart très important, on est en log ici et en log ici aussi, entre ce qu'on mesure vraiment sur une base ici d'1 million d'images, ces mesures-là on les a effectuées sur 1 million d'images, donc sur près de 1 milliard de descripteurs quand même, et donc un modèle indépendant. C'est la probabilité d'observer un certain nombre d'occurrences d'un même mot visuel plusieurs fois dans une image. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on observe très souvent, la probabilité supérieure à 10-7, plus de 100 fois le même mot visuel, la même occurrence visuelle, alors que un modèle indépendant dirait que ça n'arrive jamais. Bon, donc quel était le problème avec les bursts? Là c'est juste pour vous donner des références sur des scorings qu'on obtient pour différentes méthodes, quels sont les apports. C'est pas forcément très lisible, donc je vais expliquer un petit peu, et je vais vous montrer quand même que traiter la burstlessness et puis d'autres aspects apporte beaucoup. Donc Bag-of-Word, c'est l'approche de 2003, ça proposé initialement par Zisserman. Donc ça donne des scores en mean average precision, qui est une mesure très courante chez nous, je ne vais pas la détailler, mais c'est entre 0 et 1, plus c'est gros, meilleur c'est. Donc 0,338 sur une première base, et puis évidemment mesurer sur une base c'est pas suffisant, donc on fait des mesures sur plusieurs bases de données d'images pour être plus robuste au cas applicatif. Donc ici le cas applicatif c'est les images de building d'Oxford que je vous ai montré. Ici on a un cas applicatif qui est être capable de mettre ensemble, enfin de retrouver des images de vacances du même endroit. Et ici c'est être capable d'appareiller des objets similaires, des pochettes de CD, etc. Donc c'est trois cadres applicatifs distincts, juste pour vous montrer en fait que les techniques, les gains qu'on obtient pour un type d'application se répercutent quand même un petit peu pour d'autres types. Donc si on traite la partie géométrie intégrée à l'index et puis méthode de matching renforcée, donc améliorée en prenant l'interprétation du matching du Bag-of-Word, on gagne beaucoup, enfin, plus de 20 points ici de maths, 0,75, c'est énorme. La burstlessness, ça apporte un petit peu, 5 points. Mais les derniers points sont toujours plus durs à gratter. Hein. Plus on se rapproche de 1, plus c'est dur. Sachant que dans ces bases-là, il y a des images qu'on ne serait jamais capable de récupérer. Parce que même pour un humain, c'est pas évident. Donc voilà, donc on gagne beaucoup en faisant ça. Et puis ici, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui est le multiple assignement, mais on peut penser la soft quantization, donc la quantification souple évoquée déjà par Julien, et puis qu'on utilise également pour éviter de descripteurs sautes de cellules. Voilà, et puis après si on rajoute la technique de co-expansion inspirée du texte, on va raffiner le modèle à la volée géométriquement pour resoumettre. Ça apporte beaucoup encore, vous voyez 10 points ici, bon là un peu moins. Ça marche bien cette technique-là quand il y a beaucoup d'images qui sont correctes dans la base. Si vous avez une seule image qui est correcte, ça ne va pas marcher du tout parce qu'en fait il faut déjà qu'elle soit dans la liste qui a été récupérée pour aider à reconstruire le modèle. Mais à partir d'une image, on n'améliore pas le modèle. Donc s'il y a peu d'images qui correspondent, on peut pas utiliser cette technique. Par contre, on va récupérer toutes les images de la tour Eiffel. Là, c'est parfait, parce qu'on va en récupérer quelques-unes. On va avoir un modèle très fin de la tour Eiffel, parce qu'on aura eu plein d'exemples. Et du coup, on va vraiment pouvoir récupérer les images plus lourdes de la tour Eiffel qu'on avait manquées.
Donc ça c'est bien pour avoir un très fort taux de recall, mais c'est pas du tout adapté à des applications de type détection de copie d'image par exemple. Parce que là on n'a qu'un seul exemplaire de l'image à la base. Donc ça dépend vraiment de l'application. Hein. Voilà, bon, en bas je compare les têtes de l'art, c'était juste pour faire de la pub, mais je vais passer là-dessus. Alors finalement, la solution Bag of Words et puis ses dérivés, est-ce que c'est la solution ultime? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça a permis de passer vraiment à des échelles plus grandes. Donc là, on est capable de traiter 1 million à 10 millions d'images, disons. Ce qui est très bien aussi, c'est que ça offre un modèle vectoriel. Donc ça peut être utilisé en classification, à condition de ne pas utiliser les interprétations matching qui du coup nous font sortir du cadre vectoriel. Sinon, ça nous permet d'utiliser des SVM, des méthodes donc, qui utilisent non pas des ensembles, mais un unique vecteur pour représenter une image. Bon, c'est très pratique aussi parce que du coup, on a pu récupérer toutes les méthodes qui ont fait leur preuve en texte. Donc du coup, ça fait un certain nombre d'articles qui sont parus dans les conférences où tout était recyclé. Je pense qu'on est quasiment au bout d'avoir recyclé le texte. Donc voilà. Par contre, il y a quand même une grosse limitation qui était le fait que l'hypothèse des mots visuels était la bonne. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a pénalisé aussi de pouvoir aller là. C'est-à-dire que quantifier, c'est perdre, c'est une opération qui n'est pas digitale du tout, et c'était perdre beaucoup en fait. Je pense qu'on ne s'était pas rendu compte à quel point ça faisait perdre. Donc les approches concurrentes, en fait, c'est les méthodes basées recherche approximative qui vont remplacer le modèle de voisinage implicitement défini par un modèle Bag of Words par un matching plus propre. C'est-à-dire que le voisinage, il ne sera pas la colocalisation d'une cellule en grande dimension, mais plutôt une boule euclidienne centrée autour du vecteur requête, ce qui est quand même beaucoup plus propre au niveau de proximité entre les descripteurs. Et donc ça c'est pour la partie matching. Ça par contre ça ne peut pas être utilisé en classification. Donc c'est dans un cadre uniquement appariement. Par contre, une méthode qui elle est vraiment très bien, parce qu'elle offre aussi un modèle vectoriel, c'est les Fisher kernels. C'est une méthode d'agrégation de vecteurs, donc pareil, elle prend n vecteurs en entrée, elle fournit un unique vecteur en sortie, donc on avait gain en complexité plus loin avec, et ça permet d'être utilisé dans des noyaux SVM. Et en fait, pourquoi je dis que c'est vraiment une bien meilleure solution que Bag of Words, c'est que si on regarde les résultats des compétitions de challenge, parce qu'ils ont bien ça en vision, des compétitions pour voir qui est meilleur, et puis surtout qui a le plus gros cluster, parce qu'il faut quand même reconnaître que plus on a de ressources, plus on peut avoir des bons scores. Il a émergé comme étant une solution vraiment très bonne. Les gagnants maintenant sont toujours ceux qui utilisent ça. Enfin, ceux qui sont restés sur le Bag of Words, ils ont obtenu un résultat bien moins bon. Donc je vais te présenter les Fisher kernels. Alors je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Pas encore 10 minutes, un quart d'heure. Ok, bah alors du coup j'ai plutôt présenté la démo, c'est une démo, donc je ne peux pas en parler aujourd'hui ni demain. Alors avant de vous montrer la démo, juste pour vous convaincre que Fisher kernel, un taster pour demain, ça marche super bien. Ici c'est les résultats du challenge ImageNet. Donc c'est une tâche de classification, et c'est la première vraiment tâche de classification effectuée à très grande échelle. Alors, très grande échelle, c'est quoi? C'est 10 millions d'images, 10 000 catégories. Donc, vous imaginez un peu le coût de calcul, déjà pour calculer les descripteurs, ça prend un peu de temps, et puis 10 000 catégories, il y a du boulot pour les classifier. Il y a beaucoup de boulot. Donc, les premiers, c'est NEC, Xerox. Xerox, c'est du Fisher kernel. Voilà, donc un peu amélioré, mais le plus gros du gain vient de l'article de 2007 qui était passé à l'époque complètement inaperçu, ce qui était un peu dommage. Et malheureusement, le truc c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources dans ce genre de compétition, ils ne sont que très peu de descripteurs, ils n'ont qu'une machine pour pouvoir tourner leur algorithme. Donc du coup, ils n'avaient pas forcément émergé comme étant les meilleurs sur ces compétitions-là, alors que pourtant ils travaillaient avec beaucoup moins de ressources. NEC se sont rendus compte quand même qu'ils avaient des bons résultats avec peu de ressources. Donc ce qu'ils ont, c'est des choses qui sont très proches du Fisher kernel. En fait, on se pose la question avec Florence, savoir si c'était pas juste l'approximation de Taylor au premier deuxième degré du Fisher kernel. En tout cas, c'est très proche, et c'est ce qu'ils appellent du non-linear coding. Et donc ils ont eu eux les meilleurs résultats, donc ça c'est proche. Donc vous voyez 0,28, 0,33, et après quand on passe au suivant, on passe à 0,44. Et là, ils sont en bof, en bag of features, ils sont 10 points de plus. Et si on poursuit, après, ça monte très très vite.
On remarque qu'ils utilisent des LBP hein, quand même. Ouais. Donc voilà, donc maintenant ça c'est public depuis le début du mois là. Donc une petite démo juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec du bag of Word un peu amélioré. On va vérifier quand je suis encore connecté. C'est bon. Donc ça c'est un serveur qui est en ligne depuis 2 ans déjà, donc ça commence à dater un petit peu. Mais c'est toujours ce qu'on a à peu près de mieux à présenter en ligne comme ça, donc dans un contexte bien contrôlé on va dire. On indexe une base de 10 millions d'images et on peut soumettre des images, alors soit des images bien choisies avec soin qu'on vous a mis, parce qu'on sait qu'elles marchent bien, etc. Mais vous pouvez aussi tester vos propres images. Du coup vous pourrez voir plus les limites du système, parce que là on a mis que des images qui marchent. Mais bon, néanmoins ça vous donne une idée. Ça vous donne aussi une idée du temps de calcul, parce que toutes les opérations sont effectuées en temps réel, et là, il ne faut pas tricher, parce que si vous soumettez vous-même votre image, eh ben, il ne peut pas l'avoir pré-calculé. Alors pré-calculé la requête avant, c'est juste pas possible. Donc vous pourrez vérifier qu'il n'y a pas de triche. Donc ce que ça fait, c'est sur une machine qui a quand même pas mal de RAM, donc on donne les détails, mais c'est de l'ordre de 60 Go de RAM qui sont utilisés par la démo, là quand même, parce qu'on a 10 millions d'images. Là, vous voyez, hop, il a répondu instantanément, enfin, disons 2 secondes, à cette requête-là, et il a trouvé ces résultats-là. Donc les premiers sont très proches, on va dire très faciles. Après, vous voyez ici des occlusions, des rotations, parce qu'on est variant à la rotation, des zooms, et si on va plus loin, c'est de plus en plus dur, c'est à récupérer. Alors vous voyez même un truc qui a été pris avec un fiche A. Ici, on a récupéré le tout petit morceau qu'il y a ici. Vous voyez. Pareil, donc pareil dans la grotte qui est en face du bâtiment, je crois que c'est en Israël ou au Liban. En Jordanie. Jordanie, donc un gros zoom. Bon voilà, et puis quand on arrive sur la fin, ça devient parfois même voilà, un très gros changement de perspective. Donc je ne vais pas tout les faire, mais juste bon, les exemples que j'aime bien. Donc Coca-Cola, alors je ne sais pas si ça n'est plus pour Coca-Cola, mais il y a un truc qu'il faut quand même reconnaître, c'est que leur logo il est bien sympa pour les démos, parce qu'il marche à tous les coups. Et donc ce que vous voyez, c'est qu'on gère les crops. Alors la raison, hein, c'est que le texte est très caractéristique. Et en particulier, la fonte qui est utilisée est assez discriminante, ce qui fait que même dans des conditions complètement improbables, on va récupérer des tout petits Coca-Cola, ici, ici dans le coin, ici c'est en bas à droite, et puis plus on va loin, plus on se demande où est le Coca-Cola, mais il est toujours là. Donc ça varie à la couleur, hein, les CIF ne traitent pas la couleur, donc même si on aura blanc, ça ne pose pas de problème. Ici, ici. Voilà, sur la fin, c'est chercher le Coca-Cola. Donc ici, c'est le t-shirt. Voilà, bon. Donc je vous laisse aller voir, donc c'est le cola. Et c'est toujours du SIFT en descripteur de base? Là, on n'utilise que du SIFT, ouais. Donc ici, c'est le cola qui est caché. Donc là, on est très discriminant. Bon, il y a des cas qui marchent beaucoup moins bien. Le dernier, en fait, la raison pour laquelle ça match, c'est que il y a un cas qui a la même fonte que le cas de Coca-Cola. Enfin, de du cas là, vous voyez, c'est la même fonte. 2 lettres d'affilée, ça constate beaucoup de preuves. Donc du coup, elle est classée. Elle est même vérifiée géométriquement. Parce qu'en fait, ici, il y a 2 résultats qui sont donnés derrière, qu'on n'affiche pas par défaut. Pour les images qui ont été appariées au sens du modèle bag of Word amélioré, mais pour lesquelles la géométrie épipolaire a échoué à trouver un modèle. Donc voilà. Un dernier ou je m'arrête là? Un dur? Je sais pas si c'est dur. Bon. Alors vous remarquez que la fille, donc il y avait, vous avez vu l'image, il y avait un Coca-Cola, puis il y avait une fille aussi. Il a récupéré aucune image de la fille. Vous avez fait attention. Donc ce type de technique, ça marche bien pour les objets rigides. Tout ce qu'on s'est traité, c'est un morceau d'image, vraiment, enfin, qui a été modifié en intensité, en affine, etc. Mais on ne supporte pas très bien les variations de représentation liées au fait que une femme peut avoir une visage qui se déforme, ou alors les arcs, la texture, on n'est pas capable de matcher deux textures ensemble si ce n'est pas exactement la même. Donc il y a des cas qui sont assez mal traités malgré tout par ce type d'algorithme. C'est des descripteurs. C'est pas que les descripteurs, c'est aussi le fait qu'on n'ait pas de classification et qu'on est très discriminant. Parce que quand on prend un vocabulaire de 1 million, ça veut dire que pour chaque descripteur requête, on va uniquement récupérer au maximum encore 1 millionième des vecteurs qui sont appariés. Donc 1 million plus proche. Et ça va pour une tolérance. En fait. Ça réduit la robustesse. Ça réduit la robustesse.
Donc on garde en discrimination, ce qu'on veut pour les grandes bases, après on enregistre ça sur le monde. Voilà, bon là c'est juste pour montrer que... Et les images viennent d'où, la base de données? Alors là, on l'a téléchargé de manière, je ne sais pas si c'est légal ou pas, sur Flickr. Donc ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on n'a pas de filtre. Donc c'est bien quand même d'avoir quelque chose parce qu'il y, a un peu des choses pas montrables. En fait, j'allais faire ce genre de remarque parce que j'ai testé tout à l'heure et il y avait quelques images peu recommandables dans la base. Le truc c'est que moi je n'ai pas de bon filtre pour refaire ça. Mais moi ça les mettait dans celles qui n'étaient pas pertinentes tout en bas. Ouais, souvent c'est là que ça paraît. Heureusement qu'il peut même afficher le modèle géométrique avec des choses un peu limites. Et ça on peut rien faire. On peut pas s'amuser à regarder les 10 millions d'images. C'est juste ça. Attends, j'avais soumis une image tout à fait recommandable. Ouais, je sais bien, mais ça arrive pas. Ouais, en plus, ce qui est un peu dommage, enfin, je ne vais pas en parler de ça, c'est que dans l'espace des descripteurs des images, il y a des images qui sont des hubs. Elles sont toujours retournées. Et malheureusement, il y a des images donc caractères pornographiques qui sont dans ces images qui sont des hubs. Donc du coup, on fait différentes requêtes et c'est la même image qui va quand même réapparaître. Donc ça, c'est un phénomène de la grande dimension en fait. En grande dimension, il y a des points qui sont dans des zones qui font qu'ils vont être toujours voisins de tout le monde. Du coup, quand on fait un argmin de distance, et ben, ils sont toujours là. Et c'est des phénomènes qui sont connus en fait en audio. Ça a été fait exprès, vous m'avez dit. Bah, je pense que c'est pas des exprès, images, mais c'est... Et donc ça, même sur les gaussiennes, ça se démontre, ce phénomène de hub, on peut le montrer de manière théorique que ça existe en fait, et que plus la dimension est grande, plus on va avoir le problème. Donc bon, je vais pas en parler, on a des travaux qui essaient de constater le problème, mais si vous êtes vraiment intéressé par les histoires de hub, il faut plutôt aller voir du côté de l'audio. Ça va intéresser les publicitaires alors dans ce cas-là. Les C'est construire une image, tu es sûr qu'il sortirait à tous les moteurs de recherche, Ouais. et en glissant la marque. Ouais. Bon, après, il faut savoir comment fonctionne le moteur de recherche. Mais bon, après, si on... Voilà. Je pense que c'est une bonne expérience à faire. Donc voilà, bon, merci pour votre attention. Merci. Donc si vous avez des questions. Alors moi j'en ai une par rapport à une